Bonjour à toutes et à tous. Je commence par toutes et puis je continue par tous. Et on était en train de compter s'il y avait quand même un quota assez important d'hommes dans cette salle. J'espère qu'il y en a pas mal. On voit plutôt beaucoup de femmes, mais il y a quand même des hommes et c'est bon signe. Je suis Valérie Toragnan du Point et je suis ravie d'animer aujourd'hui cette discussion, ce débat avec mes 4 invités si prestigieuses. Et je suis tellement contente, parce que je les admire beaucoup toutes les 4, de pouvoir animer ce débat. Alors oui, on va aujourd'hui parler de la science au féminin et comment on la conjugue. C'est un sujet crucial parce qu'aujourd'hui, dans les sciences, le domaine scientifique, d'une manière générale, est encore largement dominé par les hommes, alors avec des nuances, on verra peut-être lesquelles. En France, bien que les femmes représentent près de 49% des actifs, elles ne constituent que 34% du personnel de recherche et développement. Et c'est un déséquilibre qui est préoccupant, mais surtout, il prive notre société, notre pays, d'un réservoir de talents inexploité, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus dommage. De plus, la diversité de genre favoriserait l'innovation. Les prédictions indiquent qu'une hausse de l'égalité des chances pourrait entraîner une augmentation de 0,8 points de la croissance économique nationale. Je peux vous dire qu'en ce moment où on cherche des petits points partout, ça pourrait nous aider. Alors, ce constat, évidemment, il met en lumière l'urgence d'agir pour améliorer la représentation des femmes dans la science et pas seulement pour améliorer la parité et l'égalité. Les grands défis sociaux, économiques, technologiques, culturels, de développement durable de demain, c'est aussi l'affaire des femmes et ça devrait l'être de plus en plus. Alors, les choses bougent, elles changent, mais on est encore loin d'un résultat optimal. Les stéréotypes de genre persistent encore aujourd'hui dans notre société et ils influencent les choix professionnels et les choix d'études des jeunes filles, des petites filles dès le plus jeune âge. Et c'est peut-être ça le plus préoccupant. Il s'agit donc de combattre les biais d'autocensure. On verra que c'est un facteur important. Et puis d'ouvrir des perspectives d'excellence pour les jeunes femmes et de combattre les récits sexistes, des fois inconscients, qui subsistent, pour améliorer l'orientation des plus jeunes. Alors, je le disais, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenantes exceptionnelles. Elles vont partager leurs expériences et leurs réflexions. Et elles vont aussi nous permettre d'aborder la question des obstacles rencontrés par les femmes en sciences et les solutions concrètes pour encourager une plus grande inclusion et diversité. Donc ce n'est pas seulement une occasion d'écouter cette table ronde, mais c'est aussi une question de booster. Il est question aussi de booster sa confiance, puisque c'est le thème d'aujourd'hui qui nous rassemble tous. Alors je vais présenter mes invités. Claire Billot, vous êtes vice-présidente de l'industrie de la santé chez Dassault Systèmes, diplômée de l'école polytechnique et du corps des mines. Vous possédez un doctorat en immunologie de l'Institut Pasteur et vous travaillez, ça m'épate toujours, sur l'utilisation de jumeaux virtuels pour accélérer l'innovation thérapeutique et améliorer les pratiques médicales. Peut-être que vous nous en direz un petit peu plus. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Laura Chaubard, vous êtes directrice de l'école polytechnique. Vous êtes une experte en big data, en intelligence artificielle. Vous avez travaillé à la Direction générale pour l'armement, puis au bureau des PME stratégiques pour la défense et enfin au cabinet du ministre des Armées, Florence Parly à l'époque. Et vous êtes directrice générale de l'école polytechnique depuis 2022. Françoise Combe, bonjour. Alors, astrophysicienne et professeure au Collège de France, vous êtes reconnue pour vos travaux sur la structure des galaxies, première femme membre de l'Académie des sciences, bravo, hein, et vous avez reçu la médaille d'or 2020 du CNRS pour vos travaux en physique galactique qui mettent en lumière l'évolution des structures essentielles de l'univers.
Voilà, dès qu'on parle de vous, on se met à rêver. Vous voyez, c'est assez formidable. Et Laurence Piketty, enfin, bienvenue, administratrice générale adjointe du commissariat à l'énergie atomique. On est dans des domaines très sérieux, hein, ça fait plaisir. Hein, je suis fière d'être l'animatrice de cette table ronde. Ingénieure chimiste, vous avez été directrice scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puis conseillère technique au sein du cabinet du Premier ministre François Fillon. Merci à toutes les quatre. On va commencer, j'avais envie de commencer parce que vous savez comment ça va se dérouler. On va avoir un petit moment entre nous. Et puis, les étudiants qui sont assis au premier rang vont vous bombarder de questions qu'ils ont mijotées depuis des semaines. Et je pense qu'ils sont extrêmement impatients de vous entendre. Et puis, bien sûr, dans un troisième temps, ce sera vous, le public, les personnes présentes dans la salle qui pourront poser leurs questions. Moi, j'avais envie, parce que je pense qu'avec les étudiants, on va rentrer dans les choses assez précises et assez pointues. J'avais envie de commencer par une question un peu plus générale. En fait, vous êtes l'exemple même que ça peut tout à fait marcher hein, pour les femmes, la science, et que les obstacles peuvent être levés, et que vous y êtes arrivés. Alors, peut-être un petit mot chacune, une petite introduction chacune, à la fois sur ce qui vous a peut-être donné le courage ou pas, hein, je ne sais pas, ça dépend des parcours de chacune. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles? Est-ce qu'il y a au départ de votre envie, de cette envie de science, quelque chose de totalement naturel, ou bien quelqu'un qui vous a inspiré, des modèles de femmes peut-être, je ne sais pas. En tout cas, et je pense que c'est très important pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, raconter aussi peut-être personnellement comment ce chemin, cette trajectoire s'est opérée. Alors peut-être je commence avec vous, Claire Bio. Merci. Les sciences, c'est difficile. Hein. Donc je pense qu'on a besoin de courage et on pourra y revenir. Mais peut-être une anecdote personnelle. Je pense que j'ai la chance d'être née dans une famille aisée qui connaît les sciences. Et quand je préparais cette table ronde, je me dis c'est déroutant parce que j'ai été éduquée dans une famille et une culture dans laquelle il n'y a pas de différence entre un homme et une femme est tout à fait capable de réussir dans la science. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais j'avais vraiment pas perçu les biais. Et je ne les ai pas tellement perçus non plus pendant mes études scientifiques quand j'étais à l'école polytechnique ou à l'Institut Pasteur. Je les ai plutôt perçus après. Et donc je vais y revenir, mais peut-être juste en termes d'expérience personnelle. Quand je dis c'est pas facile, je me souviendrai toute ma vie de ma première journée en prépa, que ce soit maths sup ou maths spé, j'ai passé la journée à pleurer. Genre demi-journée de cours, et toute l'après-midi, j'étais allée voir mon père en lui disant mais je n'y arriverai jamais, les autres y comprennent, moi je comprends rien. Et c'est parti pour une année, et c'est tellement lourd le rythme horaire. Et j'ai eu la chance à l'époque d'avoir, je pense, une famille qui m'a encouragée. Et donc les mots de courage ou de résilience, ça résonne. Et pour moi, ça ouvre la question de la reproduction des élites, ou de se dire qu'est-ce qu'on fait pour des femmes ou des hommes d'ailleurs qui grandissent dans un environnement socio-culturel différent. Et ensuite, je dirais peut-être autre anecdote en thèse. Je suis rentrée à l'Institut Pasteur parce que j'avais eu une prof de bio, Alix, qui était Alice Dautry, qui était la directrice de l'Institut Pasteur, et beaucoup de figures féminines en fait en sciences. Donc c'est peut-être parce que je suis en sciences de la vie, il y a plus de femmes, et je pense que Laura et d'autres auront peut-être envie d'y revenir. Pourquoi le choix des sciences de la vie ? Parce que c'est à la fois des sciences qui bougent très vite, donc c'est très stimulant sur le plan intellectuel, mais aussi des applications à la vie quotidienne qui sont très concrètes et qui parlent à mon cœur. Donc je dis c'est la parfaite alliance de la tête et du cœur, et on voit des progrès formidables en médecine. Donc on a vraiment le sentiment d'avoir un impact. D'accord, merci beaucoup. Laura Chobard, même question. Merci et bonjour à toutes et à tous. Moi, les maths, c'était un peu ma crise d'ado parce que j'étais dans une famille très littéraire, donc je pense que j'ai voulu me faire remarquer en choisissant une autre voie. Et puis, c'était aussi pour moi la science de l'imaginaire, une science où on n'est pas contraint par la matérialité physique, et on peut inventer des mondes, s'y balader. J'étais assez rêveuse en tant qu'adolescente, et donc ça me convenait bien. Comme toute crise d'ado, je l'ai fait à fond, puisque non seulement j'ai fait des sciences, mais je me suis spécialisée en numérique, et en plus j'ai choisi une carrière militaire. Donc inutile de dire que j'ai été amenée à évoluer dans des univers très masculins, où les femmes, parce qu'elles sont moins nombreuses, sont forcément visibles, observées, parfois isolées, parfois exposées. Ça peut être porteur d'opportunités, ça peut être aussi évidemment vecteur d'atteintes sexistes et sexuelles.
j'ai eu la chance de ne pas être confrontée à des atteintes graves, mais évidemment qu'au quotidien, et je pense qu'on peut toutes avoir plein d'anecdotes, on a connu le sexisme ordinaire dans des réunions, on nous prend pour l'assistante, alors que c'est nous qui menons la réunion, dans le quotidien de la vie professionnelle, dans des environnements structurellement déséquilibrés en genre. Et alors, juste la carrière militaire, c'était au départ, c'était quelque chose que vous imaginiez ou ça vous a, c'est polytechnique, enfin c'est cette perfection-là, en tout cas cette excellence-là que vous. Alors pas du tout. J'avais pas de vocation prédéfinie pour une carrière militaire. En revanche, j'avais sûrement là pour le coup un biais très fort pour le service public et l'idée de faire des sciences dans le service public. J'aurais pu embrasser une carrière de chercheur, mais le ministère des Armées le proposait aussi, et c'est comme ça que j'ai embrassé la carrière militaire. Intéressant. Alors Françoise Combe, à votre tour. Oui, pardon, moi j'étais dans une famille, enfin mon père était militaire en fait, mais j'étais une famille où il y avait 2 sœurs, donc on n'a pas eu de discrimination quelconque. On n'était pas des intellectuels vraiment, mais j'avais toujours les livres en fait qui me permettaient. Bon, il y avait Marie Curie bien sûr, mais il n'y avait pas que, il y avait Pasteur, peut-être même Copernic. Hein. Et donc je voulais faire de la recherche. J'ai l'impression que c'est la curiosité, l'imagination et tout c'est qui me portait un petit peu. Mais finalement, je ne savais pas en quoi. Hein, je n'avais pas encore choisi. Donc, j'ai fait l'école normale supérieure. Et finalement, au moment de choisir une thèse de 3e cycle à l'époque, j'ai fait une revue de tous les laboratoires de physique, de chimie. Je suis tombée sur un laboratoire de cosmologie qui m'a vraiment séduite. Je ne savais pas qu'on pouvait parler du Big Bang, faire des recherches sur le Big Bang. Donc, c'est ça qui m'a vraiment enthousiasmée. Donc, je suis allée faire de la théorie, en fait. C'était une théorie d'univers symétrique, matière-antimatière. On refaisait le Big Bang, on refaisait la nucléosynthèse des premiers éléments. Alors, tout ça n'a pas marché, puisque le modèle sur lequel on est parti a échoué. Mais enfin, c'était très intéressant et palpitant. Et donc, c'est là que j'ai commencé une recherche en astrophysique, et je ne regrette pas, parce qu'il y a eu énormément de découvertes. Mais enfin, pour le côté femme, est-ce que j'ai senti une discrimination? En fait, je ne m'en suis jamais rendu compte. Mais peut-être que j'avais tort, mais je me suis jamais rendu compte parce que peut-être il y avait en effet quelques échecs. Il y avait peut-être des camarades qui réussissaient mieux que moi, mais je pensais que c'était moi, ma faute. Hein. Je referai mieux la prochaine fois. Hein, chaque fois. C'est difficile, c'est subtil les différences de discrimination. On le sait lorsqu'il y a une statistique sur une centaine de personnes, mais une personne en général, c'est pas possible. Donc moi, en effet, c'est vrai qu'après ma thèse de 3e cycle, je voyais qu'il y avait des gens qui avaient déjà un poste permanent après la thèse. Hein. Et moi, j'ai eu 14 ans d'attente de poste non permanent. C'était difficile, mais je me disais, bon, la prochaine fois. Puis finalement, je faisais tellement de sciences très passionnantes que je n'ai rien senti. Et puis quand même, au bout de 14 ans, en fait, j'avais, à l'école normale, on m'avait donné un poste, pas permanent, mais on me disait quand même, au bout d'1 an ou 2, il faudrait que tu te trouves quelque chose. Donc j'ai essayé de faire des candidatures partout. Et là, en fait, je voyais que quelques collègues l'avaient, mais moi, je me disais, bon, ben, je réussirai la prochaine fois, mais je ne pensais pas que c'était moi. Donc je pense que je n'avais pas du tout confiance en moi, comme toutes les femmes finalement. Et donc je pense que ce colloque, c'est pour la confiance en soi. Et je pense qu'il faut en effet avoir beaucoup plus de confiance en soi. Mais tout s'est bien passé finalement. Donc je fini par avoir un poste permanent. Mais quand j'ai regardé après coup, je me dis, tiens, peut-être qu'il y avait une petite discrimination. Mais on n'en sert à rien. Parce qu'une personne, ça ne suffit pas. Il faut vraiment des statistiques et on voit qu'on arrive à faire une discrimination petite, mais c'est une toute petite chose. Et puis finalement, à la fin, je n'ai pas eu de plafond de verre ni quoi que ce soit. Finalement, j'ai eu une voie royale et j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Vous voyez, dire j'ai eu beaucoup de chance, est-ce que ce n'est pas déjà le début d'une position d'humilité que peut-être un homme aurait moins ça, je ne sais pas, ça. Je pose la question. Même, en fait, à un moment donné, je me disais, bon, bah, peut-être que ma voie n'est pas dans la recherche privée, enfin publique, je veux dire. Et j'étais allée voir un petit peu dans la recherche privée. Enfin, j'étais allée voir Thomson à l'époque, il s'appelait, puis en me disant, vous faites de l'astrophysique, mais je ne vois pas ce que vous ferez là. Donc, ils avaient renvoyé à mes premiers travaux, donc finalement, ça n'avait pas marché non plus. Donc, je passais par de mauvaises passes. Mais j'ai persévéré. Donc, il faut quand même persévérer. Beaucoup d'obstination, oui, dans votre parcours. Laurence Piketty, comment ça s'est passé pour vous? Quels étaient vos rêves de petite fille? Alors, en fait, moi, j'étais
plutôt bonne en sciences quand j'étais petite. Donc, j'avais un jour dit à mon père que plus tard, je voulais travailler sur une plateforme pétrolière. Et donc là, il m'avait dit, mais tu sais, c'est pas un métier pour une fille. Tu veux pas être plutôt prof de maths? Alors, deux choses. Prof de maths, c'est très bien, très beau métier. Il est quand même resté dans les sciences, donc c'était des maths, donc très bien. Mais ça m'a alertée sur le fait que finalement, parce que j'étais une fille, j'aurais pas tous les choix que pouvait avoir un homme. C'est juste ça. Voilà, cette anecdote m'a juste fait prendre conscience très tôt que j'aurais peut-être pas le même choix qu'un homme dans le déroulé de ma future carrière. Et donc ça a été très déterminant. Donc aujourd'hui, je me dis que c'est vrai que travailler sur une plateforme pétrolière, c'est un métier difficile pour un homme comme pour une femme d'ailleurs. Donc en vieillissant, en grandissant, j'ai changé d'orientation. Mais par contre, j'ai continué à faire des sciences parce que c'était là où je m'épanouissais. Et puis, au-delà de ça, j'ai considéré que dans ma carrière, rien ne m'empêcherait de faire la même chose qu'un homme. Les mêmes métiers, les mêmes activités, et que ça ne m'empêcherait pas d'avoir par ailleurs une vie personnelle épanouie. Parce que en fait, derrière c'est pas un métier pour une fille, il y a aussi l'idée, et je comprends très bien mon père, là n'est pas la question, mais l'idée qu'on va avoir une famille, on va avoir des enfants, et dans les stéréotypes et dans la culture dans laquelle on baigne, donc vous avez raison de dire que les stéréotypes, c'est pas porté et véhiculé par les hommes, c'est véhiculé par la société dans laquelle les femmes sont aussi incluses et elles les véhiculent aussi. Donc ça, il faut être très vigilant vis-à-vis de ça. Et donc voilà, j'étais partie très tôt en réalité sur l'idée que je ferais des sciences parce que c'est ce qui me plaisait, mais qu'au-delà de ça, je ferais la même carrière qu'un homme parce que si j'en étais capable, encore une fois, et je pensais que j'en étais capable. Donc voilà. Après, j'ai pas eu vraiment de difficultés, moi, parce que j'étais restée dans cette idée que de toute façon, il fallait y aller et que rien ne m'arrêterait. Par contre, j'ai observé évidemment des comportements sexistes vis-à-vis de collègues, vis-à-vis de moi sans doute, mais j'ai peut-être été dans le déni. Mais en fait, il y a encore quelques années, le règlement de ces comportements sexistes, voire d'agressions sexuelles, par exemple, ou de harcèlement sexuel, elles étaient complètement mises sous le tapis. Moi, j'ai plusieurs fois été voir mes chefs pour dire « Attention, là, il se passe quelque chose, il faut le régler ». Et la façon de le régler, c'était de dire on va mettre chacune des deux personnes ailleurs. Alors qu'en fait, à quoi je m'opposais, parce que dans tous les cas, j'ai jamais rencontré une situation autrement. Il y a toujours une des deux personnes qui est plus victime que l'autre. C'est pas... Voilà. Donc aujourd'hui, je trouve que ce qui se passe, et dans nos entreprises en tout cas, c'est vraiment très net, on règle tous ces problèmes de comportement sexiste et de harcèlement, moral aussi, qui touche l'ensemble du personnel, et puis sexuel, qui touche plus souvent les jeunes filles quand même, il faut le reconnaître, ça peut toucher aussi des jeunes hommes, j'ai déjà eu le cas au CEA. Donc voilà, je trouve que cette évolution est très bien et va, j'espère, nous permettre d'attirer plus de jeunes filles dans des métiers qui sont plutôt réputés masculins. Juste brièvement, avant que je donne la parole aux étudiants et aux étudiantes, qu'est-ce qui, pour vous, les choses évoluent quand même par rapport au moment peut-être où chacune d'entre vous, à des âges pas tout à fait les mêmes, mais quand même avait fait vos études et est entrée dans la vie professionnelle. Quand vous regardez les jeunes filles aujourd'hui et ce qui se passe, alors peut-être Laura Chobard, vous particulièrement parce que vous êtes au centre de cette question, mais qu'est-ce qui reste pour vous et qui vous étonne dans les freins que peuvent encore avoir des jeunes filles par rapport aux professions scientifiques, ou quels sont pour vous les obstacles d'autocensure ou pas d'autocensure qui subsistent et qui ont la vie dure? Alors d'abord, je rejoins Laurence, les choses ont beaucoup changé. Les jeunes hommes et les jeunes femmes sont déjà plus conscients du fait que l'éducation est pas sexiste mais genrée, et que donc ça peut les amener à prendre des postures genrées et des orientations genrées.
Donc ils sont beaucoup plus conscients. C'est un sujet de discussion entre eux, là où ça n'existait pas il y a quelques dizaines d'années. Mais j'observe aussi que les biais profondément culturels qui peuvent nous amener, je dis nous collectivement, l'école, la famille, la société, les médias, à assigner des orientations aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, sont toujours présents. Et tu parlais de ta première journée en classe prépa, Claire. Moi, j'ai eu la chance de faire ma classe prépa dans un internat où il y avait 500 filles. Donc, il y avait, évidemment, en classe, on était mélangé avec des garçons, mais j'étais assez frappée. On a tous eu des difficultés en début de classe préparatoire, par les réactions qui étaient très différentes quand un jeune garçon disait c'est dur quand même, je suis pas sûre, etc. Les réactions autour de lui étaient accroche-toi, ça va aller. Et autour d'une jeune femme, on disait attention, ne te surmène pas, si ça va pas, tu peux aller à la fac. La fac, c'est très bien. La fac, c'est très bien par ailleurs. Mais enfin, on lui ménageait une voie de sortie devant la difficulté. Et c'était une réaction profondément bienveillante, mais profondément genrée, qui peut amener du coup à des trajectoires différentes. Claire, vous, qu'est-ce que vous diriez sur ce que vous constatez encore comme frein? Un commentaire sur... Quand j'étais à l'école polytechnique, 15% de femmes, donc en ratio 1 pour 7. Et à l'époque, je ne voyais pas où était le problème, parce que j'étais vraiment dans une notion de méritocratie. On a été sélectionné par un concours qui se veut vraiment très... c'est beaucoup d'écrits, c'est très, très scientifique, la méthode, donc les meilleurs sont là. Et je pense que ce que j'ai découvert récemment et qui a un ancrage scientifique profond, et c'est assez important pour la scientifique que je suis, c'est qu'il y a des censures en amont. C'est que si les jeunes femmes, après le bac, ne vont même pas en classe prépa, elles ne risquent pas de passer le concours. Et pourquoi elles ne vont pas en classe prépa? Parce qu'il y a ces biais qui sont encore... c'est multifactoriel, mais dans le cadre d'une initiative à laquelle je participe, qui s'appelle Women for CEO, on a travaillé avec un sociologue, Pascal Huguet, qui travaille sur les biais cognitifs. Et il nous a montré des résultats qui sont scientifiquement robustes. Donc des expériences où ils prennent un groupe de jeunes enfants, garçons ou filles, on leur donne une figure géométrique complexe à représenter, on leur dit vous avez 1 heure pour la reproduire, et il y a un groupe dans lequel on dit c'est un test de géométrie, et l'autre groupe dans lequel on dit c'est un test de dessin. Et dans le test de géométrie, les garçons font beaucoup mieux que les filles. Dans le test de dessin, c'est l'inverse. Et ils ont fait le même genre après pour des étudiants en école d'ingé, donc hommes et femmes, elles avaient déjà passé la barrière de l'école d'ingé, et là on leur a donné un test de maths assez compliqué, et il y a un groupe à qui on n'a rien dit, on a juste donné les consignes, et l'autre groupe à qui on a dit, vous savez, les femmes font aussi bien que les hommes dans ce test. Et le premier groupe, les hommes ont fait mieux, parce que sous pression ils ont mieux fait. Le groupe dans lequel on avait juste introduit un stéréotype qui était celui que les femmes font aussi bien que les hommes, et les femmes ont fait aussi bien que les hommes. Et du coup, après, on a fait ce test dans le cadre du groupe Women for CEO. Et même moi, du coup, à mon grand désespoir, dans le test où on associe hommes et sciences ou femmes et sciences, je mets 300 millisecondes de plus à associer femmes et sciences que hommes et sciences. La moyenne en France, c'est 450 millisecondes. Et les pays vont de 600 à genre 200, mais il y a des biais scientifiques hyper présents. Et je me dis, si on les comprend, alors on peut lutter contre, et je pense qu'on y reviendra dans le reste de la table ronde. Et ces biais, ça peut être que dans nos bouquins de maths, on voyait que des hommes dans les illustrations, ou ça peut être des choses aussi bêtes que ça, quoi. Françoise. Moi, j'aimerais dire que finalement, ça commence beaucoup plus tôt encore, les stéréotypes. Il y a un sondage qui a été fait, une étude scientifique qui a été faite en CP. Donc en CP, les sondages pour les maths, les questionnaires sur les maths sont exactement les mêmes pour les petits-enfants, les garçons et les filles. Et puis 6 mois après, ça a déjà diminué sur les filles. Et ça, on ne comprend pas pourquoi. Parce que en fait, c'est peut-être les professeurs qui ont un stéréotype et qui favorisent en fait les garçons. Et donc, finalement, elles ont aussi, en français, c'est curieux, en français, elles ont un avantage sur les tests, les petites filles en face des garçons. Et elles perdent leur avantage en 6 mois, 1 an. Et on a fait, cette étude a été faite en 2019. En 2020, il y avait le Covid, etc. Et lorsque les petites filles étaient restées à la maison en télétravail, elles n'avaient pas perdu leur avantage. Donc on a l'impression que c'est le bain
la mixité avec les garçons qui sont plus compétitifs, peut-être, qui les avait déjà refroidis, si on peut dire. Donc ça arrive très tôt, et ces stéréotypes sont là aussi dans le corps enseignant. Ça veut dire qu'il y en a du boulot pour changer à tous les niveaux ce qu'il faut changer. Rapidement, Laurence. Oui, juste pour ajouter qu'effectivement, il y a un biais des enseignants et il y a notamment un travail qu'il faudrait faire pour former les professeurs des écoles davantage aux sciences. Parce qu'en réalité, dans les plus petites classes, les filles sont meilleures en lettres, en proportion, même si elles sont bonnes en maths, mais elles sont meilleures que les garçons en lettres. Et donc, après, ça suit ce cheminement-là, alors qu'elles sont tout à fait capables de faire aussi des sciences. Mais donc, il y a aussi la perception des enseignants vis-à-vis des filles et des garçons qui reproduit les stéréotypes. Et donc voilà, il y a aussi une formation à faire tout à fait pour les enseignants. Alors je vais donner la parole aux étudiants et la première question, on vous écoute. Ah, vous n'avez pas de micro, ça c'est un problème, voilà. Bonjour à toutes, merci beaucoup pour votre présence à cette table ronde. Vous avez toutes des parcours très intéressants et de très très beaux parcours. Je m'appelle Marianne, je suis en 4e année à EPITA et je voudrais revenir en fait sur ce que vous avez dit par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer lors de vos parcours. Ce serait une question qui parlerait plutôt du mentorat et selon vous, quel rôle le mentorat peut-il jouer pour aider les femmes en fait à avancer et à surmonter ces difficultés dans leurs études? Qui veut répondre? En fait, il y a beaucoup de mentorat qui est fait dans les entreprises, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est 2 choses. C'est le mentorat, donc pour répondre aux questions des jeunes filles qui finalement connaissent pas forcément l'entreprise, donc c'est vraiment en aval par rapport au choix finalement des carrières scientifiques. Mais il y a aussi beaucoup aujourd'hui le rôle des rôles modèles, enfin des modèles qui permettent aussi de s'identifier. Donc ça reprend en fait les stéréotypes parce que j'ai fait une conférence sur femmes et IA il y a peu de temps. Et donc j'avais regardé quelles sont les images délivrées par l'IA quand on tape PDG. Donc CEO, en fait, PDG, donc c'est que des hommes en cravate, en costume cravate. Si on tape secrétaire, c'est que des femmes dont la plupart sont plutôt jeunes et avenantes. Et donc ça, si vous voulez, c'est vraiment ça aussi qu'il faut casser et montrer que dans les CEO, il n'y a pas que des hommes. Ils ne sont pas d'ailleurs tous en costume cravate. Et donc, qu'il y a des métiers, comme on peut le montrer aujourd'hui, mais il n'y a pas que nous, heureusement, pour les femmes, avec en fait une idée que ces métiers scientifiques, c'est pas seulement faire des maths, de la physique, de l'informatique, c'est vraiment agir pour le monde de demain. La recherche, justement, je parlais d'intelligence artificielle, mais la médecine, tout ce qui est énergie, écologie, on a vraiment besoin, comme vous le disiez au début de la table ronde, de toutes les capacités de chacun. Et on ne va pas se priver de la moitié de l'humanité pour construire ce monde de demain. Donc voilà, il faut du mentorat, mais aussi des échanges avec des jeunes. Et nous, on est tout à fait prêtes, bien sûr, à vous accueillir quand vous voulez. Une autre d'entre vous veut répondre à cette question ou on passe à la question? Peut-être juste un commentaire rapide en écho à ce que disait Françoise tout à l'heure et sur le mentorat. J'ai eu la chance d'être mentorée dans un programme qui s'appelle Equaleaders, qui est pour des femmes dirigeantes en amont d'un COMEX. Et quelque chose que ça m'a fait comprendre, c'est que c'est très bien de travailler sur son parcours, sur ce que je veux faire et comment y arriver. Mais mon mentor, qui est un grand patron de l'industrie française, m'a fait travailler sur le réseau, le who, avec qui on va interagir. Et Françoise, quand vous avez eu des difficultés pour avoir un poste permanent et que vous disiez j'ai peut-être pas bien fait, c'était peut-être pas ça la question, c'était peut-être j'ai pas parlé aux bonnes personnes ou j'ai pas été identifiée par le bon réseau de décideurs. Et donc pour moi, le mentorat, quand il s'agit de parcours de femmes en entreprise ou dans la recherche, il travaille à la fois sur le projet de parcours, mais aussi sur la manière d'y arriver. Donc ça, c'était le premier point que je voulais faire. Et le deuxième, rapide, si on pense que la censure, elle a lieu très tôt, et peut-être c'est une question pour Laura, c'est est-ce qu'il faudrait envisager du mentorat pour les jeunes femmes quand elles sont en prépa ou à la fac parce qu'à ce moment-là, elles peuvent avoir, pour les aider à lutter contre l'autocensure, trouver de la résilience et du courage
pour s'accrocher. Laura, allez-y. Moi, si je vous entends toutes, j'ai l'impression que le mentorat, il faut commencer à l'école maternelle, mais ça, c'est un des points. Alors, on ne commence pas à l'école maternelle, mais par contre, on fait du mentorat effectivement de collégiennes, de lycéennes, d'ailleurs en partenariat avec l'association Télémac et aussi avec les anciens élèves de l'école, parce que l'association Télémac les accompagne scolairement, et les anciens de l'école leur offrent plutôt une ouverture socio-culturelle et la capacité à se projeter. Je pense que ce qui est important dans le mentorat, c'est d'ouvrir des voies qu'on n'aurait pas forcément envisagées. Et d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous dise mais oui, mais tu peux en fait, et donc d'ouvrir des projections, surtout dans ces métiers d'ingénieur. L'ingénieur, c'est un mot valise, il y a 1000 métiers derrière ce mot, et soit on a autour de soi des gens qui peuvent nous servir de projection, des exemples, des rôles modèles. Sans ça, un mentor peut avoir ce rôle d'ouverture des possibles et puis de renforcement de la confiance en soi pour se projeter au sens propre du terme, c'est rassembler son énergie et aller de l'avant. Merci beaucoup. Question suivante des étudiants. Peut-être je pourrais rajouter deux petits mots sur les deux aspects, mentorat et rôle modèle en recherche. En fait, nous avons des comités de suivi pour les tests de recherche pour ceux qui, justement, manquent de confiance en elles et puis veulent avancer. Donc, tous les ans, on les suit, et même au cours de l'année, elles peuvent très bien demander l'avis de personnes qui sont... Et puis les rôles modèles, je pense que c'est très important. Et par exemple, pour les prix, il y a des prix qui sont donnés en recherche. Les prix, on donne des prix aux jeunes. Il y a le ministère de l'Éducation qui a créé le prix Joliot-Curie, où il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui ont des prix chaque année et qui sont des ambassadrices pour la recherche. Donc là, c'est vraiment des jeunes qui ont... peut-être de thèse, des post-docs, etc. Donc vraiment des jeunes qui peuvent s'identifier avec les autres et faire de l'ambassadeur. Après, il y a tous les niveaux, les seniors, mais il y a beaucoup de prix comme ça. L'Oréal en fait beaucoup aussi. Question suivante. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clarisse Blanco, je suis étudiante à EPITA, une école d'ingénieurs en informatique. Comme l'a évoqué Valérie Toragnan en introduction, donc les femmes sont minoritaires dans les sciences. Est-ce que des mesures comme la mise en place de quotas semblent apparaître comme une solution? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui soit nécessaire et est-ce que vous pensez que c'est efficace? Alors, je veux bien commencer sur cette question. Moi, je suis convaincue que dans certaines situations, ça peut être un mal nécessaire. Alors, il y a deux mots dans cette formule. Un mal parce que je pense que mettre en place des quotas, c'est jamais satisfaisant pour l'esprit, surtout quand on est attaché à la méritocratie la plus parfaite possible. Je pense que ce n'est pas un cadeau pour les jeunes femmes qui en sont bénéficiaires, parce que planera toujours sur elles le soupçon de la légitimité, et souvent elles n'ont pas besoin de ça. Ce n'est pas un cadeau pour les jeunes hommes qui seront leurs camarades, parce que planera toujours le soupçon qu'ils aient été lésés d'une quelconque manière, mais c'est un cadeau pour les générations d'après. C'est-à-dire que si on veut arriver à des milieux scientifiques paritaires, il faut qu'à un moment, on bascule dans des proportions où finalement la parité va se faire. Il faut amorcer la pompe. On l'a vu dans les entreprises, et puis je laisserai mes collègues en parler mieux que moi. Ça envoie d'abord un signal fort, que les portes sont ouvertes, qu'elles sont attendues, et ensuite ça peut amorcer la pompe pour surmonter les stéréotypes culturels et faire en sorte que les études scientifiques soient à terme paritaires. Donc je pense qu'effectivement aujourd'hui on en est là. Alors il faut trouver le bon endroit, les bons quotas, mais moi, je pense qu'il faut arriver à ces mesures structurelles. Mais des quotas où exactement donc? Ça se passe à quel niveau? Ça, c'est une science. Moi, je me suis déjà exprimée sur le fait que dans les filières de recrutement, dans les écoles d'ingénieurs, j'étais favorable à la mise en place de quotas dans les classes préparatoires. Les classes préparatoires, c'est une concentration d'argent public sur des profils extrêmement prometteurs qui vont bénéficier de classes réduites, d'un accompagnement renforcé pendant 2 ou 3 ans. Puisque c'est une politique publique de l'État de concentrer des moyens sur des jeunes hommes et des jeunes femmes, c'est tout à fait légitime de dire qu'on veut que cette population soit à terme paritaire. Donc ça me paraît le bon endroit déjà pour le faire, pour ce qui concerne les recrutements dans les écoles d'ingénieurs.
Donc moi, je suis très favorable au quota. Modulo, effectivement, le biais que ça peut avoir, je suis très favorable parce qu'on est en fait dans un problème culturel. La culture, ça bouge très lentement. Et donc, si on n'a pas une action forte pour faire modifier cette culture et les stéréotypes qui vont avec, on avancera trop lentement. D'ailleurs, on avance trop lentement. Donc, l'État a déjà mis en place des quotas, mais pas au niveau des jeunes aujourd'hui, donc au niveau des conseils d'administration. En 2011, il y a eu la loi Copé-Zimmermann qui a demandé à ce qu'il y ait 40% de femmes dans les conseils d'administration. C'est le cas aujourd'hui. Il y a 46% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Hein. Donc ça, très bien. On a mis peut-être 10 ans à le faire, mais on y est. Donc en 2021, mais les conseils d'administration, ce n'est pas les organes décisionnaires. Donc en 2021, il y a eu une loi, la loi RIC 5, a été votée pour qu'il y ait un quota de femmes dans les comités exécutifs. Donc c'est les organes décisionnaires des grandes entreprises, avec l'objectif en 2030 qui est 2027, je crois, j'espère que je me donne les bonnes dates, mais 2027, 30% de femmes, et 2030, 40% de femmes dans les comités exécutifs. Et donc, ça ne bougera qu'avec la loi. Aujourd'hui, il y a 24% de femmes dans les comités exécutifs. Donc, voilà, il y en aura 40 en 2030, enfin j'espère. Au comité exécutif du CEA, on est 67% de femmes. Donc, et c'est... Alors, il y a 6 ans, on était 11%. Hein, donc, ce n'est pas qu'il y a une majorité de femmes, il y a 33% de femmes au CEA. Pourquoi ? C'est parce que le dirigeant actuel du CEA a cette volonté de promouvoir des femmes, donc 67% de femmes au comité exécutif. C'est exceptionnel, hein, on est au-dessus des 40% futurs. Et donc, bien sûr que j'ai eu, comme moi je défends les quotas depuis au moins 25 ans, j'ai eu toujours le fait, mais tu sais, alors on va dire que les femmes sont nommées à cause des quotas et pas sur leurs compétences. Ben si, les femmes sont compétentes. Et puis, il ne faut pas se faire d'illusions. Si une femme est nommée à un poste à responsabilité et qu'elle n'est pas compétente, elle ne va pas rester longtemps, parce que le système est beaucoup moins pardonnant pour les femmes. Donc, ce n'est pas grave. Et puis, voilà, on sera en place. À nous de faire nos preuves. Encore une fois, on aura la chance d'être en capacité de faire nos preuves. Si on ne les fait pas, eh bien voilà, on ne restera pas. C'est pas grave. Mais au moins, on aura eu accès à des places auxquelles on n'a pas forcément accès s'il n'y a pas une incitation forte. Et encore une fois, je rejoins ce que disait Laura, il y a un déséquilibre du coup pour les jeunes hommes, c'est vrai. Ça permet de rétablir un équilibre quelque part. Mais il faut voir aussi le bénéfice pour les jeunes hommes aujourd'hui. Il y a un meilleur partage, vie pro, vie perso, qui bénéficie aussi aux jeunes hommes. Donc il ne faut pas perdre ça de vue. C'est pas seulement que du gagnant pour les jeunes filles, c'est du gagnant-gagnant. Ok. Rapidement, oui. Je pourrais peut-être citer l'exemple de l'école normale supérieure qui n'était pas mixte au départ. Enfin, les concours de l'école normale supérieure étaient les mêmes, mais il y avait une école de filles, une école de garçons, et donc il y avait des quotas. Et donc il y avait un certain nombre de filles qui réussissaient très bien. Et puis dès qu'on a fait la mixité dans les années 80, eh bien, c'est descendu énormément. Et on en est encore là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de scientifiques qui réussissent à l'école normale parce que les contours sont en commun. Donc là, en fait, je dirais aussi un peu plus tard dans la carrière, on se pose beaucoup la question à l'académie. Comment élire les académiciens ? En fait, comme on le sait, même Marie Curie n'avait pas réussi à rentrer à l'Académie, malgré ses 2 prix Nobel. Mais la première femme élue à l'Académie des sciences, c'était en 1979. C'est Yvonne Choquet-Bruat, qui est encore en vie actuellement. Donc, on a fait beaucoup de progrès. Maintenant, il y a à peu près 12% de femmes à l'Académie des sciences. Mais à chaque fois, les quotas, même les femmes sont contre, parce qu'elles disent que si on met des quotas, on dira on a été élu parce qu'on était une femme. Donc, il y a beaucoup, c'est délicat. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à chaque fois qu'il y a un poste qui s'ouvre, il faut qu'il y ait au moins 25% minimum. Ça peut être 50, mais au moins 25% de candidates. On va aller chercher les candidates et on s'aperçoit qu'elles sont très compétentes et finalement ça passe comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quota, mais au moins il y a un quota sur le nombre de candidates qu'on est obligé d'aller chercher. Très bien, très intéressant.
un commentaire rapide pour vous demander des exemples. Donc, on a parlé d'exemples en classe prépa, comité de direction. Un chiffre, la loi Copé-Zimmermann, 10% de femmes en conseil d'administration. Et on est passé à 46%. Donc, vous disiez vitesse de rapprochement. Aujourd'hui, 10% de femmes DG en France. En rythme de croisière, il faudra 80 ans pour atteindre la parité. Donc ça donne une idée de l'impact des quotas. Évidemment, ils ne doivent pas venir tout seuls, ils doivent faire partie d'une politique beaucoup plus complète avec les rôles modèles, le mentorat et dont on a parlé. Un exemple d'Assosystème, puisqu'on a assez peu de femmes managers, on a un programme de formation des jeunes talents qui s'appelle Rise Up, dont je suis la marraine. On pourra y revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Mais on a des quotas, en fait... on n'a aujourd'hui pas atteint la cible de 30% de femmes managers. Donc dans le programme, on fait rentrer 75 à 80% de femmes. Donc évidemment, on veut qu'il y ait des jeunes hommes méritants qui rentrent dans le programme aussi, mais on crée ce déséquilibre en faveur des femmes pour accélérer la vitesse de rapprochement à la cible. Après, ce que j'aime bien dans le programme, c'est qu'on a une approche souple, c'est que c'est entre 75 et 80, et donc s'il y a une cohorte, une année où il y a beaucoup d'hommes méritants, et ben on ne sera pas obligé de faire une croix sur certains. Et à l'inverse, dans le programme Young Leader dans lequel je suis rentrée, on était beaucoup de femmes à être très méritantes et il y a une parité complète, 50-50, et on est censé être 10. Et ben mon année, ils sont allés à 14 parce qu'ils ne voulaient pas choisir. Et donc, ils se sont payés le luxe, entre guillemets, d'agrandir la cohorte pour respecter la parité. Merci beaucoup. Question suivante des étudiants. Bonjour à tous et à toutes. Salma Berat, étudiante à l'École normale supérieure à Paris-Saclay. Ma question pour vous est, en 2014, une étude de l'INSEE a montré qu'avec un taux de réussite de 92,2% au bac scientifique, c'est au bac scientifique que les filles réalisent leur meilleur score en 2014, contre 89,6% pour les garçons. Et malgré cette performance, les filles ont tendance à choisir moins souvent que les garçons de poursuivre leurs études supérieures dans les filières scientifiques. Comment expliquez-vous ce résultat et quelles solutions proposeriez-vous pour changer cette tendance ? Tout à l'heure, j'ai déjà pas mal parlé des biais cognitifs avec quelques expériences qui, pour moi, ont des fondements scientifiques robustes. Et ça, c'est important parce que ça heurte tellement ma logique interne que le fait qu'il y ait des exemples scientifiques sur des cohortes me permet de croire à ces biais. Et à partir du moment où on les connaît, on peut lutter contre. Donc, il y a déjà des exemples qui ont été partagés. Je peux en citer un ou deux de plus chez Dassault Systèmes. On va rendre visite dans des collèges, dans des lycées pour avoir des échanges avec des étudiantes. Donc là, c'est vraiment du porte-à-porte, mais c'est une par une convaincre les femmes qu'elles peuvent avoir un impact et qu'elles peuvent aller dans des carrières scientifiques. On fait ça non seulement en France, mais dans d'autres pays. Et par exemple, en Inde, on a un programme qui est accompagné par la Fondation Dassault Systèmes qui, là, va non seulement s'attacher à promouvoir les études scientifiques pour les femmes, mais va s'intéresser à ce qui se passe autour. Et notamment qu'au moment où on leur garantit une autonomie, une indépendance financière pour aller au bout de ces études scientifiques. Donc on va s'intéresser, j'ai envie de dire, à l'environnement socio-économique de ces étudiantes pour leur permettre d'atteindre leurs résultats. Peut-être effectivement dire que les actions en amont de l'obtention du bac sont essentielles. L'école polytechnique mène depuis 10 ans des actions dans les collèges, dans les lycées. Tous les élèves de première année vont dans les lycées. Et c'est plus de 25 000 jeunes qu'on touche chaque année pour promouvoir les carrières scientifiques. Dire aussi que d'abord, il faut quand même qu'on le dise, les femmes font des sciences, elles sont majoritaires dans les sciences de la vie, elles sont majoritaires dans les études de médecine, mais elles ne choisissent pas les filières les plus matheuses et les plus physiciennes. Tu citais une expérience, je vais en citer une autre que j'aime beaucoup citer. Dans Parcoursup, il y a une expérience où on a simplement donné l'information aux candidats et candidates de ce qu'avaient choisi un peu leurs jumeaux numériques, c'est-à-dire des élèves qui avaient eu à peu près le même parcours que sans donner évidemment de répartition en genre. Eh bien, l'étude montre que les jeunes femmes qui ont cette information modifient leur choix d'orientation par rapport à une cohorte test et vont plus vers ces parcours matheux, sélectifs. On a cette ambiguïté forte en France que les maths ont été le critère de sélection absolu depuis des dizaines d'années et qu'en même temps, ils créent des mécanismes d'évitement à la fois par les jeunes femmes, mais aussi par les jeunes hommes et jeunes femmes issus de catégories socio-professionnelles moins favorisées.
Moi, j'ajouterais là-dessus, en effet, c'est les rôles modèles à ce niveau-là. Mais je pense que c'est encore beaucoup plus tôt, même peut-être à l'école primaire, en fait. Et puis les jouets, en fait. On voit bien que les jouets pour les filles et les garçons ne sont pas du tout les mêmes. Moi, je sais que je suis grand-mère, donc j'avais essayé de donner à Noël des petits bolides un petit peu téléguidés à mes petites filles. Mais non, elles ont rejeté en disant non, mais c'est pas pour moi, c'est pour mon frère. Et en fait, pour ça à sa poupée. Donc je pense que les métiers de soins à la personne, de médecine, de biologie, etc., sont beaucoup plus féminisés dès le départ dans les petits garçons et petites filles. Et puis les métiers plus techniques, plus mécaniques, mathématiques et abstraits sont plus pour les hommes. Donc c'est déjà entré au plus jeune âge. Je pense que c'est là qu'il faudrait changer les stéréotypes. C'est dès la racine. Et puis au-delà de ça, puisque vous parlez du bac, enfin au niveau du lycée, donc nous aussi on va voir les lycéens et les lycéennes et les collégiens et collégiennes. Mais je crois qu'aussi sur ces sciences-là, effectivement, maths, physique, technologie, informatique, il y a aussi sans doute un manque de précision sur ce qu'on peut faire avec. Parce qu'on ne fait pas des maths pour faire des maths. Et donc, quels sont les métiers vers lesquels on va pouvoir aller? C'est vrai pour les jeunes hommes, pour les jeunes filles. Mais par exemple, tous ces métiers sur comment on va agir sur la transition énergétique, par exemple, eh ben, ça nécessite de faire des stats, de faire des maths, de faire de l'informatique, par exemple. Mais la finalité de ça, c'est pas de faire des sciences pour des sciences, c'est bien d'agir sur le monde de demain. Et donc, il faut peut-être présenter différemment et présenter les métiers, en fait, vers lesquels on pourrait aller en faisant ces sciences. Parce que ça reste quand même un peu obscur quand on est... Enfin, moi, je me souviens, mais maintenant, il y a sans doute beaucoup plus d'informations qu'à mon époque, mais c'était quand même pas évident de comprendre quels allaient être les métiers qu'on pourrait faire en faisant des maths, de la physique, même de la chimie. De chimie, c'était un peu plus simple. Mais donc voilà. Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on devrait davantage présenter quand on parle à des jeunes. Et en écho à ça, et vous parliez tout à l'heure des profs. Nous, on a une initiative, on va aller rencontrer les professeurs des écoles pour leur exposer en quoi on utilise les sciences chez Dassault Systèmes et quel type de métier et quel type de questions ça pose, de manière à ce qu'ils puissent mieux les comprendre et du coup mieux les restituer à leurs élèves. Merci beaucoup. Question suivante. Bonjour, Corentin Lac, je suis étudiant à Subbiotech. Tout à l'heure, Madame Chabard, vous avez dit que l'éducation est genrée. Or, ces formations influencent la parité dans les métiers qui en débouchent. Vous avez notamment cité déjà beaucoup d'exemples, comme le mentorat, la mise en place de quotas, l'aide à l'indépendance financière, présenter les métiers, rencontrer les professeurs, plein de solutions. Est-ce que vous en auriez d'autres? Et surtout, est-ce que se concentrer sur l'éducation est utile si la société dans laquelle travaillent ces femmes reste sexiste? Mais chacun doit prendre sa part, c'est sûr. Chacun doit prendre sa part. Et on a déjà évoqué le fait que ça passait par des biais profondément culturels et qui étaient souvent d'ailleurs bienveillants dans l'attitude des parents, des professeurs, mais néanmoins extrêmement genrés. Donc, que faire de plus? Je peux simplement vous dire ce que nous faisons, et notamment ce qui fonctionne, il me semble très bien, puisqu'on commence à suivre les cohortes dans le temps. C'est notamment des colonies de sciences sur le campus de l'École Polytechnique, où notamment, non seulement on fait découvrir à des lycéens, lycéennes les sciences un peu autrement, par le biais de la recherche. C'est quand même un contact qui est toujours, qui peut être une révélation, parce qu'on voit à la fois la science à la frontière de la connaissance, et puis on voit les applications qui peuvent être découvertes dans nos laboratoires. Donc ça donne une image concrète de pourquoi poursuivre des études scientifiques. Et puis c'est aussi des stages dans lesquels on travaille la confiance en soi, le travail en groupe, l'esprit d'équipe par du sport et des activités. Et on commence à avoir un recul sur les cohortes de ce X Science Camp qui est extrêmement positif dans les choix. Alors évidemment, ceux qui s'inscrivent dans cette démarche
et qu'on sélectionne sur des critères de diversité, c'est quand même qu'ils ont au départ un petit goût pour les sciences. Mais néanmoins, renforcer ce goût pour les sciences, donner des images concrètes de ce que ça peut vouloir dire de travailler dans les sciences, entendre des messages de si vous voulez travailler dans l'environnement, faites des sciences. Si vous voulez travailler dans la santé, faites des sciences. Si vous voulez concevoir les villes de demain, faites des sciences. Je pense que ça peut influer au moment de l'orientation avec des biais contraires aux biais culturels qu'on a évoqués. Merci. Oui. Juste, vous avez évoqué en fait le fait que dans les entreprises, il y avait les jeunes femmes en particulier, pouvaient être confrontées donc à des comportements sexistes. Or, là aussi, il y a une loi. Et donc, ça aussi, ça nous aide. Enfin, collectivement, ça nous aide. C'est affreux de dire que tout ce qui nous corrige en fait est donné par des lois, mais il y a une loi justement contre le harcèlement et contre les comportements sexistes, le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, qui fait que dans les entreprises, il y a tout un schéma qui se met en place, une organisation qui se met en place pour lutter contre les comportements sexistes notamment. Donc voilà, une fois que toutes les barrières sont franchies, que les jeunes femmes arrivent dans nos organisations scientifiques, eh bien, elles sont aussi protégées vis-à-vis de ces comportements sexistes. Alors ça se met en place, hein, c'est sans doute pas parfait partout, mais on voit qu'il y a une évolution très forte. En tout cas, moi, je peux vous assurer qu'il y a une évolution très forte. On ne permet plus rien, et tant mieux, parce que ce n'était pas acceptable avant, pas plus qu'aujourd'hui, mais en tout cas, aujourd'hui, on sanctionne. Merci. Question suivante. Bonjour, je m'appelle Béchak Nabil, je suis élève ingénieur à l'ENTPE, et ma question s'adresse à Claire Bio. Depuis quelques années, on observe que différentes entreprises annoncent vouloir augmenter leur part de femmes parmi leurs collaborateurs. Et vous en avez parlé il y a une dizaine de minutes. Dassault Systèmes a pour ambition de compter 30% de femmes d'ici 2025. Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît, quelles difficultés rencontrez-vous et quelles mesures ont été prises pour atteindre ce chiffre-là? Merci. Merci pour la question. Alors, la difficulté va être illustrée par le début de ma réponse, qui est de dire que maintenant, la cible est pour 2027 et pas 2025, parce qu'on ne l'atteindra pas en 2025, malheureusement. Donc aujourd'hui, ce qui progresse bien et mieux que les entreprises de tech en moyenne, c'est la proportion de femmes dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est à 29%, et on était seulement à 22% il y a quelques années. Donc on voit qu'il y a une croissance. En revanche, pour l'instant, les femmes ne sont pas encore devenues managers, ou en tout cas pas à due proportion. Donc on est à 24%, je crois, aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? D'abord, déjà, avoir 29% de femmes dans l'entreprise, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Et donc, une fois donc le premier pilier, c'est qu'il y ait plus de femmes qui fassent des études d'ingénieur. Ça, on en a beaucoup parlé. Le deuxième pilier, c'est que, avant d'avoir des femmes managers, il faut recruter des femmes. Et là, on a tout un système en place pour détecter des femmes, s'assurer que nos offres d'emploi vont les toucher, que dans les panels de recrutement, il va y avoir au moins une femme qui va être dans le jury, qu'on aura bien au moins une candidature de femme. Et donc, en 2023, 33% des nouveaux embauchés étaient des femmes. Donc c'est au-dessus de la moyenne, mais enfin, on voit quand même que sans quota, ça ne progresse pas très très vite. Une fois qu'elles sont recrutées, les femmes, il faut qu'on puisse aussi les stabiliser. Donc, Laurence en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il s'agit de créer des conditions de travail qui sont bienveillantes, on va dire, ou propices au fait que les femmes s'épanouissent dans l'entreprise. Et donc, il y a plein de choses qui sont faites chez Dassault Systèmes, et en particulier avec un réseau Women Initiative qui s'assure de ça. Juste un exemple concret. Pour les femmes enceintes, on a des dispositions assez favorables pour qu'elles puissent prendre des jours de congé de manière à faire des examens, avoir plus de télétravail et même passer sur du temps partiel. Mais aujourd'hui, donc c'était déjà très bienveillant. Cela étant, il fallait demander l'autorisation manager. Et on est passé dans un octroi de 25 jours qui sont octroyés d'emblée. Donc si vous êtes enceinte et que vous ne prenez pas ces jours, ils seront automatiquement crédités par la suite et vous n'avez plus besoin de demander l'autorisation. Donc c'est un petit exemple parmi toute une cohorte, toute une batterie de dispositions qui visent à rendre l'entreprise vraiment comme un lieu agréable dans lequel les femmes se sentent bien.
Et maintenant, si je reviens sur l'aspect manager, pas mal d'actions aussi, mais j'ai envie de parler de Rise Up, donc le programme dont je suis la marraine. Chaque année, on sélectionne 100 talents dans l'entreprise qu'on identifie comme des hauts potentiels ou d'excellents contributeurs chez Dassault Systèmes, et on leur offre 10 mois de formation avec à la fois de l'auto-évaluation et un plan de développement personnel, mais aussi de la formation intelligence émotionnelle, leadership situationnel, du co-développement qui marche hyper bien parce qu'on se rend compte en fait de la diversité de points de vue pour résoudre une question, et c'est très très puissant. Et puis du mentorat, donc on revient à une question précédente, nos jeunes talents sont mentorés, et là pour le coup on a un quota, donc, comme je le disais tout à l'heure, de 75% de femmes dans le programme pour accélérer leur prise de poste. Et enfin le dernier aspect, c'est dans les revues de carrière, tous les ans, on a des processus pour revoir les aspirations à la mobilité, et là je dirais il y a un point d'attention très particulier qui va être porté sur le dossier des femmes. Ah, et j'ai oublié un truc important, on parlait de loi. Rapidement. L'argent. Il y a une variable, la rémunération de variable de nos dirigeants inclut un critère qui est fondé sur le taux de femmes à la fois dans le COMEX, mais aussi le femmes manager. Donc on a une incitation financière pour nos cadres dirigeants à faire progresser la part de femmes managers dans l'entreprise. Merci. Une question encore des étudiants ? Bonjour à toutes et à tous, merci pour vos réponses. J'avais une question pour Madame Combe. Je suis Chiara Doumbé-Kingué, étudiante en première année de thèse en astrobiologie à la Sorbonne. On observait en 2020 qu'il n'y avait que 23% des femmes qui avaient des postes permanents en astronomie et astrophysique. D'après vous, comment la recherche française, la recherche scientifique pourrait bénéficier d'avoir plus de femmes et plus de diversité en général dans ces instances, que ce soit de la thèse du coup jusqu'aux instances comme l'Académie des sciences ou encore des instances plutôt décisionnelles? Oui, vous avez raison. En fait, quand je suis rentrée, il y avait 30% de femmes en astrophysique et ça a l'air de baisser un petit peu, ce qui est désespérant. En fait, pourquoi ça tombe un peu, c'est que la compétitivité pour un poste permanent a augmenté encore. Maintenant, il faut attendre au moins un minimum 6 ans après la thèse et peut-être même plus. Et à ce moment-là, que font les étudiants lorsqu'on finit leur thèse? Eh bien, ils sont obligés de demander des post-docs, aller à l'étranger pendant 2 ans, puis 2 ans, puis 2 ans. Et donc ça, c'est très défavorable aux femmes puisqu'elles ont envie de s'établir, de fonder une famille, etc. Et aller aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne, je ne sais où, ça freine beaucoup. Et il y a beaucoup qui abandonnent, beaucoup plus que les garçons, puisque... En fait, même s'ils sont mariés, ils peuvent faire suivre leur famille, ce qui n'est pas le cas des femmes. Encore une fois, on a une certaine inégalité à ce point de vue-là. Donc, on est tombé à 23-25%. Donc, on espère justement faire donner des postes un petit peu plus. Il y a ce qui a été créé au CNRS, des postes chers professeurs juniors pour faire venir les gens de postdoc en France, pour les établir, avoir ce qu'on appelle en anglo-saxon tenure track, c'est-à-dire une promesse de poste permanent. Donc tout ça, ça a été quelque chose qui a été bien compris par le ministère et puis le CNRS, enfin les organismes qui essaient de faire revenir les femmes. Donc ça n'a pas encore porté ses fruits, mais on espère que ça va porter ses fruits dans le futur. Il faut dire que aussi, pour les promotions, vous avez parlé de promotion, on a bien compris qu'en général, les femmes ne demandaient pas une promotion parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles, il y a de l'autocensure. Donc le président du CNRS a fait une chose assez importante, par exemple, pour passer de chargé de recherche à directeur de recherche. Il s'est dit, on n'a pas du tout le même nombre de filles qui demandent une promotion par rapport au nombre de garçons. Pourquoi? Parce qu'on a la proportion par rapport à celles qui pourraient demander une promotion qui est plus faible. Eh bien, il s'est proposé de donner des promotions proportionnellement à les promouvables et non pas proportionnellement aux candidates. Ce qui quand même donne une privilégiée. Bon, elles sont tout à fait compétentes, mais il y a un tout petit plus. En fait, il est uniquement proportionnel au nombre de promouvables, ce qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc je pense qu'il y a des efforts comme ça. Il y a des efforts, par exemple, justement après une maternité. Il est très difficile, quand on s'était arrêté pendant 1 an, de reprendre la recherche parce qu'on a perdu un petit peu toute l'activité. Ça va très très vite. Donc on a un petit mou, enfin donc pour se remettre au niveau, il a été décidé qu'on aurait peut-être une aide financière pour avoir du personnel, enfin des post-docs et puis aussi du matériel, etc. pour le retour de maternité, parce que sinon c'est justement à ce niveau-là que les femmes
s'en vont parce qu'elles ont perdu confiance en elles, elles ont coupé la recherche pendant quelques mois et c'est très difficile à reprendre. Donc là, il y a encore un effort parce qu'on a l'impression que ce n'est pas tellement un plafond de verre, mais c'est plutôt un tuyau percé. C'est-à-dire qu'on a un tuyau, on a tous les femmes, les hommes qui vont dans le même sens et puis tout d'un coup, les femmes s'en vont. Pourquoi ? Justement par ces décrochages qui sont dus à leur spécificité. Merci. Une dernière question peut-être des étudiants ? Et après, on va donner la parole à la salle. Bonsoir, donc Ninon Tedesco, je suis étudiante en double diplôme à l'INSA Toulouse et Sciences Po Toulouse. Alors j'ai une question pour Laurence Piketty. Alors en tant qu'administratrice générale adjointe au CEA, quelles sont les différentes initiatives que vous avez pu mettre en place ou avez eu envie de mettre en place pour favoriser la diversité ? Alors en fait, donc on a beaucoup d'actions. Donc on a des actions, comme je le disais tout à l'heure, dans les lycées et dans les collèges où on fait des conférences scientifiques, toi aussi. Donc ça, c'est pour tout le monde. Et puis les sciences, c'est aussi pour les filles. Donc voilà. Donc ça, on essaye d'attirer et de montrer nos métiers en fait. On fait des présentations sur des thématiques précises avec des chercheurs et des chercheuses qui présentent nos métiers. Donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais en interne CEA, on a aussi des formations spécifiques, par exemple Oser. Donc, il ne faut pas penser que les femmes n'osent pas, mais on n'est pas dans la même configuration. On est moins habitué quelque part à demander, vous le disiez très bien, à demander des choses. Il ne faut pas hésiter à demander. Et donc, Oser, c'est oser dire ce qu'on a envie finalement et ce qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, voilà, et évidemment, l'objectif, c'est qu'on attire les jeunes femmes vers des postes à responsabilité. Prendre un poste à responsabilité, aujourd'hui, c'est tout à fait possible pour une femme. C'est vrai qu'il y a des freins que vous avez évoqués. Mais aujourd'hui, je pense qu'une carrière, elle va se construire à deux. Aujourd'hui, les jeunes hommes et les jeunes femmes, le partenaire ou la partenaire va aussi travailler. Et donc, c'est une carrière qui se construit à deux. Mon mari n'a jamais considéré que sa carrière était plus importante que la mienne. Très bien, j'ai eu de la chance. Mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes générations doivent aussi être à peu près sur le même modèle. Enfin, j'espère. Mais en tout cas, c'est certainement plus fréquent qu'à mon époque. Donc ça, c'est très bien. Après, on met en place évidemment le mentorat, les rôles modèles, donc tout ça, on le met en place. Mais je crois aussi que ce qui est important, et ça c'est plus difficile à mettre en place, mais moi j'ai travaillé dans des équipes mixtes avec beaucoup de diversité. Au CEA, on a quand même ce vrai atout que les gens viennent d'horizons différents, de grandes écoles, d'universités, ils ont fait des thèses, ils ont fait des post-docs, donc ils viennent de l'étranger. Donc voilà, il y a une diversité de formation. Il y a 36% de femmes, mais comme on l'a dit tout à l'heure, dans certains métiers, par exemple la biochimie, la médecine, il y a plus de femmes. Dans les métiers plus informatiques, code de calcul, il y a plus d'hommes. Mais donc, quand on travaille dans une équipe mixte, on voit en fait toute la vertu de la diversité. On ne la voit pas sinon. Et donc, c'est bien tout le travail amont qu'il faut faire pour arriver à ce qu'on ait des équipes de recherche, des équipes techniques mixtes, parce que ça participe à la richesse, les échanges sont différents, chacun apporte finalement ses valeurs, ses idées, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'innovation. En plus, donc pour l'avoir vécu, les discussions sont plus apaisées parce que chacun s'écoute davantage, parce que finalement on n'a pas la même façon d'être, que ce soit les hommes ou les femmes, et que ces façons sont complémentaires. Et ça, c'est vraiment un élément qui, de mon point de vue, va participer à plus de diversité et de parité dans les équipes. Mais on n'y est pas encore. Et donc, c'est difficile de le prouver par l'exemple. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on arrivera à ça. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que la société qu'on veut construire aujourd'hui et pour l'avenir, elle se construit avec les femmes et les hommes. Et que donc, je pense que les jeunes hommes, puisque c'est à eux qu'on s'adresse aussi aujourd'hui, il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Et je pense que le vrai intérêt pour les jeunes hommes, c'est ce meilleur partage entre vie pro et vie perso. Les hommes d'il y a 20 ans,
ils faisaient que travailler. Et puis les femmes d'il y a 20 ans, elles n'avaient peut-être pas le choix de choisir le métier qu'elles souhaitaient parce que ce n'était pas la culture. Et donc voilà. Et finalement, chacun ne trouvait pas forcément la meilleure place dans la société. Aujourd'hui, la société qu'on va créer, elle sera plus équilibrée. Enfin, je l'espère en tout cas. Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des micros qui sont possibles? Oui, j'imagine. Voilà. Alors, je ne vois pas de... C'est-à-dire que toutes ces ampoules, toutes ces lampes, c'est absolument sublime, mais ça m'empêche de voir. Voilà, voilà, là, il y a quelqu'un, et il y a aussi quelqu'un là-bas au fond. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu expliquer et les questions qui ont été posées. Justement, je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez, Laurence Piketty. Quelles sont les actions qui pourraient être ciblées plutôt en direction des hommes pour améliorer l'égalité homme-femme, parce que vous avez donné beaucoup d'exemples qui s'adressaient aux jeunes femmes, que ce soit au collège, plutôt pendant les études supérieures, pendant leur parcours professionnel. Mais du coup, j'imagine que les hommes ont aussi leur part à jouer pour pouvoir améliorer les conditions de travail, de vie de tout le monde. Donc, est-ce que vous avez des pistes de ce côté-là ? Alors, en fait, c'est ce que je disais, vous avez raison de le souligner. Il faut vraiment qu'on montre quel est l'intérêt aussi pour les jeunes hommes de partager finalement une carrière avec sa partenaire ou avec ses collègues. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société aussi où le travail est important, enfin le métier est important, la carrière est importante, mais la vie personnelle est aussi importante. Et au final, on partage davantage une vie perso entre hommes et femmes. Et de la même façon, on doit partager davantage la vie professionnelle. Il y a, je crois qu'il s'appelle Antoine de Gabrielli, je ne sais pas si... qui a depuis longtemps en fait fait des conférences pour montrer en fait tout l'intérêt que peuvent avoir les hommes à avoir ce partage finalement dans le milieu du travail, parce que ça libère en réalité les hommes d'une pression qu'ils avaient dans le passé, qu'ils ont encore sans doute aujourd'hui. Ça les libère de cette pression de devoir ramener un salaire, de devoir porter finalement la charge salariale unique. Donc ça les libère de ça. Ça les libère aussi pour s'adonner à des tâches, par exemple, pas des tâches ménagères, ça je m'inscris en faux contre ça, mais des tâches du sport, n'importe quelle activité extra-professionnelle de leur choix. Donc, je pense qu'on ne fait pas suffisamment valoir ça. C'est qu'en fait, en travaillant à deux, si je puis dire, puisque là, je parle davantage du couple, mais peu importe, ça se reproduit dans la société, dans l'entreprise. Avoir ce partage à deux sur l'ensemble de nos pans de vie, c'est bénéfique pour les femmes parce que ça leur permet de s'épanouir dans une carrière professionnelle. Et c'est bénéfique aux hommes aussi parce que ça les libère d'une charge et ça leur permet aussi de profiter de leur vie personnelle. Donc je pense qu'on n'insiste pas suffisamment. Je ne sais pas si ça vous parle, moi c'est mon sentiment, mais voilà, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Merci Laurence. Une autre question ? Oui. Oui, bonjour Stéphanie Thier, Société Michelin. Je partage votre ambition. Et nous cherchons aussi à faire entrer beaucoup plus de femmes dans nos métiers, on va dire, d'ingénierie, de sciences. Quand on est en face d'hommes un peu plus avancés dans leur carrière et qu'on met en place toutes ces politiques et que mécaniquement, pour arriver à l'équilibre souhaité, il y a des hommes qui n'auront pas accès à des promotions alors qu'ils ont travaillé, alors qu'ils sont performants, comment vous traitez leur réaction ? Puisqu'ils peuvent avoir cette réaction de dire « mais ce n'est pas juste pour moi ». Comment vous abordez ce sujet-là ? Qui veut répondre à cette difficile question ? Alors, vous avez raison, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on va créer un déséquilibre. Enfin, pas tout à fait. On va essayer de rétablir un équilibre. Donc, de ce fait, on va favoriser
des jeunes femmes et défavoriser des jeunes, ou pas jeunes d'ailleurs, enfin, des hommes. Donc vous avez raison, ça crée des tensions, c'est vrai, et c'est pas, on peut pas le nier. Mais c'est le passage obligé, en fait, pour arriver à une société équilibrée. Et d'ailleurs, on parle aujourd'hui, on ne le fait pas suffisamment en France, mais aux États-Unis, ils le font davantage, sur la diversité au sens large. Donc, voilà, il y a effectivement, on favorise les minorités en termes de postes, hein, pas les minorités, parce que les femmes, c'est 50%, c'est pas une minorité, hein, mais en termes de présence dans l'entreprise. Donc voilà, c'est un passage. Et comme je le disais, il faut faire valoir tout l'intérêt de travailler en équipe mixte, en équipe diverse, que c'est un bien pour l'entreprise. Je ne suis pas sûre que ça parle vraiment quand quelqu'un est frustré, effectivement, de ne pas avoir été promu. C'est une vraie difficulté qu'il faut gérer en s'imaginant le monde de demain. Et le monde d'aujourd'hui, il va passer par effectivement un certain déséquilibre qui va se stabiliser dans le futur. Merci. Laura. Oui, je voulais réagir parce que on a tous été forgés dans l'idée d'une méritocratie très individuelle sur les mérites individuels et qui se reproduit à la fois dans les études, les examens, les concours sont souvent des épreuves individuelles, mais aussi dans l'entreprise avec les entretiens individuels d'évaluation, etc. Mais je pense qu'on est biaisé collectivement dans l'idée que cette méritocratie est parfaite et surtout qu'elle permet d'optimiser la valeur qu'on produit et qu'on apporte. Si je me mets une minute à la place d'un manager, d'ailleurs je suis manager dans le service public, ce qui m'importe, c'est pas tant que pour tel poste je prenne celui qui optimise absolument des critères qui sont d'ailleurs sans doute biaisés par eux-mêmes, mais c'est de former le meilleur groupe. Et là je rejoins complètement Laurence, ce meilleur groupe, il est équilibré en genre, en profil, pas que en genre d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, on parle de la dimension genre, mais il est équilibré sous toutes ses dimensions. Il est divers. Et il va m'apporter un maximum de compétences et de points de vue. Donc, le choix que je vais faire pour tel ou tel poste, évidemment, il dépend des compétences individuelles de la personne, mais il dépend aussi du groupe que je veux former. Et d'ailleurs, le même raisonnement, je pense, devrait s'appliquer dans les études supérieures, parce que on est aussi inséré dans un groupe, dans une promotion en ce qui concerne les écoles d'ingénieurs, et la qualité de ce groupe est déterminante pour la valeur qu'on va pouvoir transmettre aux élèves et étudiants. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit. Je voudrais rajouter une dimension qui est sans doute de dire qu'il faut poser des mots là-dessus et qu'en tout cas, ces hommes qui peuvent être frustrés par la situation, je pense qu'il faut qu'il y ait un espace d'échange pour eux, d'échange, de formation. Et c'est vrai que quand je me déplace, je rencontre les participants du programme Rise Up. Et dans plusieurs pays, j'ai eu des échanges sur le fait que les participants au programme, ils ont des mentors femmes ou quelques hommes. Mais ces quelques hommes, c'est ceux qui sont sensibles à la cause, entre guillemets. Et en fait, il y a un grand nombre d'hommes qui ne sont pas sensibles à ce sujet et qui vont être très peu touchés aujourd'hui par la compréhension de ce que sont les biais cognitifs ou par la transformation de notre société. Et donc la question pour les entreprises, pour l'entreprise que je représente, c'est comment est-ce qu'on va toucher ce panel. Et dans le groupe Women for CEO dans lequel je suis rentrée, on a eu une attention vachement forte au fait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans le groupe et que non seulement les femmes travaillent sur les biais cognitifs, mais les hommes aussi fassent un travail sur ces biais et qu'il y ait un travail conjoint ensuite des deux genres ensemble sur le sujet. Donc je pense que c'est comment est-ce qu'on travaille avec ces hommes pour prendre en compte cette évolution, cette transformation de nos sociétés, pour gérer leurs frustrations, pour poser des mots dessus et pour leur permettre de s'épanouir et d'aller au-delà. Merci. Une autre question de la salle ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Loïc Perrault, j'ai soutenu en septembre dernier un mémoire professionnel avec une forte coloration recherche sur la féminisation des métiers techniques, notamment dans la filière nucléaire. J'avais une question suite à l'enquête que j'avais menée, une enquête notamment menée grâce à Women in Nuclear, qui m'a permis de pouvoir interroger des techniciennes, des ingénieurs chercheuses. L'un des résultats des sujets interrogés dans cette enquête démontre que les actions de féminisation au sein des organisations peuvent
amener à certaines formes de discrimination positive et ou de singularisation des femmes. Selon vous, quelles seraient les parades pratiques ou les parades de l'esprit qui pourraient émerger dans les organisations, et vis-à-vis de ces phénomènes, quelles pourraient être pour vous ces parades pour préserver l'objectif de parité et d'égalité d'image entre les sujets en société? On vient un peu d'en parler, non? Oui, donc, oui, dans la filière nucléaire, il n'y a que 24% de femmes. Alors au CEBA, c'est un peu différent parce qu'on ne fait pas que du nucléaire. Hein, mais... Donc oui, c'est pas, les femmes ne sont pas suffisamment représentées. Après, moi, je redis que si on veut attirer davantage de femmes, il faut faire effectivement de la discrimination positive. Et que donc, il s'agira de prouver à la fois tout l'apport que ça a pour l'entreprise, et puis de montrer que les femmes qui sont nommées par discrimination positive sont compétentes. Moi, je dis souvent que ça fait 30 ans, donc 30 ans que je travaille, j'ai travaillé avec beaucoup d'hommes incompétents. J'exagère, quelques hommes incompétents. Et donc, on n'a jamais dit qu'ils étaient incompétents parce que c'était des hommes. Donc oui, peut-être il y aura quelques femmes incompétentes, bon, on verra. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ne seront pas forcément en poste. Donc voilà, moi je reste toujours très favorable à ce qui est... Alors, dans la filière nucléaire, puisque j'y suis depuis 30 ans, je suis évidemment très favorable à ce qu'il y ait plus de femmes. Et encore une fois, je maintiens que c'est la volonté des dirigeants aussi, et puis comme vous l'avez dit, les politiques qui sont mises en place dans les entreprises pour faire en sorte que davantage de femmes viennent vers ces métiers-là. En dehors du fait qu'il faut aussi attirer les jeunes femmes vers les sciences très en amont. Mais voilà, il y a les deux bouts de la chaîne. Oui, si vous voulez rajouter quelque chose. En fait, on parle beaucoup de la discrimination positive pour les femmes lorsqu'il n'y a pas assez de femmes, mais dans l'autre côté, parce qu'en fait, on sait qu'en biologie ou en sciences humaines, il y a plus de femmes que d'hommes. Est-ce qu'il y a une discrimination positive pour les hommes dans ce cas-là? Mais est-ce qu'il faudra faire des quotas pour qu'il y ait plus d'hommes? Voilà, exactement. Je peux répondre, parce que je travaille dans le domaine de la santé. En tout cas, mon équipe, on est paritaire, moitié homme, moitié femme, et c'est un point de vigilance pour moi, à la limite, de ne pas recruter trop de femmes. Et donc, je sais que j'en parle avec les managers de mon équipe qui sont recruteurs. On a cet échange et on a ce point d'attention. Premier exemple. Deuxième exemple, j'ai été retenue comme personnalité qualifiée pour Elisabeth Borne, Première ministre, sur un rapport sur les produits de santé. On était 6, dont 5 femmes et 1 homme. Et il nous a fait remarquer qu'il se sentait un peu minorité visible. Et il avait complètement raison. Et la représentation, on n'était pas suffisamment diverses dans ce groupe parce qu'on était 5 femmes pour 1 homme. Quoi. Donc, de fait, je pense qu'une attention aurait pu être portée au fait que le groupe soit davantage paritaire. Et est-ce qu'à ce moment-là, si les femmes sont frustrées parce qu'on a discriminé positivement un homme ou pas? Non, je ne crois pas qu'il était choisi parce qu'il était... Enfin, pour moi, il avait tout à fait sa place dans le groupe et il n'avait pas été choisi parce que c'était un homme. Mais à l'inverse, je pense que quand on a été nommé, ça aurait été bien que l'équilibre soit un peu davantage respecté entre hommes et femmes. Je voudrais juste ajouter, je crois que ça a été abordé dans une des questions. Évidemment, aujourd'hui, notre discussion a pour axe le genre, mais on porte attention à la diversité de genre. Il faut faire attention à ne pas essentialiser les gens. Il y a autant de compétences, de palettes de compétences chez les femmes que de femmes elles-mêmes, et pareil chez les hommes. Et donc à ne pas essentialiser certaines compétences qui seraient féminines et d'autres masculines, parce qu'en essayant d'atteindre la parité, on réintroduirait des clichés et des stéréotypes de genre. Donc c'est la ligne de crête que doivent avoir toutes ces politiques en faveur de la parité, de ne pas assigner encore plus des qualités ou des craintes ou des manques de confiance en soi aux femmes. Encore une fois, elles n'ont pas besoin de ça. On sait que culturellement, ces biais leur sont assignés. Il ne faut pas que les politiques qu'on mette en place pour la parité leur assignent encore plus ces traits de caractère. Une autre question dans la salle. Puisqu'on sait que tout se joue quasiment à l'école, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faudrait changer dans la formation des maîtres, plus concret,
plus en réalité avec le clair, avec le scientifique. Qu'est-ce qu'il faut changer dans la formation des maîtres ? Je pense qu'il faut plus de formation scientifique et aussi les former justement aux stéréotypes. Enfin, je pense qu'ils le sont. Je n'ai pas une bonne connaissance de la formation qui est dispensée, mais en réalité, les parents, les maîtres, les maîtresses et les professeurs reproduisent les stéréotypes puisqu'ils baignent dans notre société. On les reproduit tous, hein. Mais c'est plus... ça a plus d'impact si c'est un maître d'école, enfin un professeur des écoles, qui va justement former aux sciences ou aux lettres des jeunes élèves. Donc je pense qu'il y a aussi cette connaissance des biais et des stéréotypes, un peu plus de science dans la formation sans doute, et puis qui permettrait justement de prendre le sujet à sa source. Oui, tout à fait. Enfin, je rebondis là-dessus parce qu'il manque de formation scientifique pour les professeurs des écoles. Et on a créé, enfin l'Académie des sciences a créé la main à la pâte, qui fait des maisons un peu dans toute la France et qui suggère aux professeurs des expériences pour que les enfants accrochent en fait aux sciences. Et je pense que ça a eu beaucoup de succès. Vous disiez tout se joue à l'école, mais je ne pense pas qu'on peut demander à l'école d'aller plus vite que la société. On demande beaucoup à l'école de corriger ce que collectivement on n'arrive pas à corriger. En revanche, je rejoins Laurence sur dire qu'ils doivent être formés à être vigilants, à ne pas amplifier les biais qui sont ceux de notre société, à aider les enfants à les détecter. Ils sont de plus en plus pertinents eux-mêmes à faire remarquer parfois à leurs enseignants qu'ils ont des biais de genre. Et puis c'est vrai qu'on a là des générations d'enseignants notamment et d'enseignantes, parce que c'est beaucoup d'enseignantes dans les écoles primaires, qui n'ont pas eu de formation scientifique et qui elles-mêmes ont un biais d'évitement vis-à-vis des sciences et des maths. Et ça, c'est très français. Vous trouverez peu de personnes pour dire qu'ils n'ont jamais lu Victor Hugo, alors qu'il y en a, y compris dans cette salle. Par contre, vous trouverez dans n'importe quelle assemblée quelqu'un pour dire qu'il n'a jamais aimé les maths, il n'a jamais rien compris aux maths. Donc ces biais d'évitement, ces biais d'affirmation, de non-adhésion aux sciences et aux maths, ils sont présents dans ces générations d'enseignants qui sont du coup inconfortables à transmettre quelque chose avec lequel ils ne sont pas à l'aise. Une autre question dans la salle, là-bas, je vois qu'il y a une... Oui, parce que je voulais rebondir sur cette question sur les formateurs, justement, puisqu'en fait, merci pour pour vos interventions. Et ce que j'ai relevé, c'est que vous aviez des actions vis-à-vis des collèges, vous interveniez en collège, peut-être même au lycée, plus le collège, et puis aussi au cours de la vie en entreprise, qu'il y avait des actions qui étaient menées. Et en fait, je me suis dit, il y a quelque part, il y a un gap, parce qu'en fait, autour de moi, j'ai des amis qui ont des filles qui sont entrées en école de prépa. Et c'est assez nouveau dans mon environnement, parce que c'est vrai que même moi, à mon époque, je ne connaissais pas les écoles de prépa. Et en fait, c'est des filles, des élèves très studieuses. Et il y a eu comme un choc peut-être culturel, je ne sais pas. Mais visiblement, c'est très dur pour tout le monde, les écoles de prépa. Mais moi, j'ai entendu des histoires où il y avait un biais d'évitement, comme vous l'aviez signalé, donc des mathématiques, un professeur de mathématiques qui était un peu... qui saquait quelque part les filles. Et je me dis, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas d'action ou vis-à-vis des enseignants de ces écoles-là. Donc, ces filles-là, elles ont passé un bac scientifique, donc elles ont envie de faire des sciences, mais on finit par peut-être les dégoûter pendant le cursus supérieur. Et c'est là, je voulais savoir si éventuellement il y avait des actions de sensibilisation auprès de ces enseignants du supérieur. Merci. Merci. Effectivement, je n'ai pas eu le temps de détailler toutes les actions qu'on mène, et que d'ailleurs on n'est pas les seuls à mener, hein. Mais on agit aussi au niveau de la classe prépa, d'abord en accueillant
à l'école et dans différents sites en France des élèves au moment des vacances de la Toussaint de la première année de prépa. C'est là où on a pris, où ils et elles ont pris le choc de l'exigence du rythme de travail de la classe préparatoire et de la classe préparatoire. Et donc on les accueille en stage, à la fois de boost de science, mais surtout de méthode, de confiance en soi, en disant c'est normal, vous allez prendre le rythme, on va vous accompagner, et puis on les suit ensuite dans le reste de leur parcours. Et on travaille aussi, vous avez raison de le mentionner, et puis avec les profs de prépa, et d'ailleurs les profs de prépa ne nous ont pas attendus, ils travaillent aussi sur l'évolution de la pédagogie. Ça va être dur, tout le monde va avoir mal. Ça ne parle plus vraiment aux jeunes générations et je pense qu'on peut apprendre autrement. Donc les professeurs de classe préparatoire sont aussi mobilisés pour faire évoluer la pédagogie et l'image de la classe prépa qui n'a pas à être 2 ans ou 3 ans de souffrance. Je pense qu'on peut tout à fait apprendre et apprendre densément sans cette imagerie qui date un peu et qui sans doute rebute plus les jeunes femmes que les jeunes hommes. Et vous avez des noms d'associations ou Non, c'est juste des associations. Est-ce que vous avez des liens ou pour diriger ces familles Non. J'ai pas compris, pardon. Diriger les familles. Des noms d'associations qui sensibilisent les enseignants des professeurs de classe préparatoire ou autres d'ailleurs. C'est l'Union des professeurs de classe préparatoire qui mène des actions. Donc c'est une association d'enseignants de classe préparatoire qui mène des actions justement pour réfléchir à la pédagogie en classe préparatoire et à l'image qui est projetée par la classe préparatoire qui reste encore pas forcément favorable pour convaincre les jeunes femmes. Alors peut-être une question pour finir parce qu'on... Oui, bonsoir, Catherine Ladouce. Donc merci pour tous ces témoignages. C'est vrai, moi je voudrais juste vous demander, j'ai fondé il y a 20 ans un réseau d'entreprises dans la technologie et dont vous êtes qui sont représentés sur scène, le CEA et Dassault Systèmes. Et en effet, les entreprises sont vertueuses. Je crois que ça aussi je voudrais le saluer parce que vous faites énormément d'actions pour attirer et retenir les filles dans ces métiers. Au niveau des écoles d'ingénieurs avec Laura Chopard, il y a aussi énormément d'actions qui sont faites. Ceci étant, ça fait 20 ans qu'on dit que c'est urgent de valoriser ces métiers et de faire en sorte que ces métiers soient mixtes. Et quand on voit que dans d'autres pays, ils vont beaucoup plus vite que nous, parfois pour des mauvaises raisons, et on dit il y a même un paradoxe de genre dans les STEM, en disant dans les pays où, en effet, parfois les droits des femmes sont plutôt bafoués, en même temps, elles s'engouffrent dans ces filières-là. Donc, est-ce que vous êtes optimiste et donnez-nous peut-être en conclusion finalement des raisons d'optimisme et de continuer à se battre et surtout à influencer les parents parce qu'en fait, ce sont eux aussi qui jouent un rôle clé dans l'orientation de leurs filles et de leurs garçons. Merci. Un chiffre et une raison d'être optimiste. Le chiffre qui est optimiste d'ailleurs, c'est qu'avec la loi Copé-Zimmermann, on est le pays d'Europe le plus féminisé dans les conseils d'administration. On est passé de 10 à 46%, c'est le meilleur score en Europe. La raison d'être optimiste, je vais rebondir sur ce qu'a dit Laurence tout à l'heure, il y a des enjeux de société tellement forts et qui parlent tellement à nos jeunes générations, et notamment sur les enjeux climatiques, que je suis optimiste parce que pour résoudre ces problèmes climatiques ou ces grands forts enjeux de société, il faut des sciences. Et je pense que pour les femmes, comme il y a un impact, la question de l'impact et du sens est très fort, et ça peut les motiver et leur donner le courage, la résilience d'aller dans ces métiers, de s'accrocher dans les mêmes moments difficiles. Allez, une ultime question. Voilà, jeune fille devant. Bonjour, je suis une collégienne de 12 ans, je suis vraiment une petite fille en vrai, mais les femmes comme vous, je les lis dans les histoires du soir que mon père il me donnait quand j'étais encore plus petite. Et en fait, je suis un peu émue de voir que ça existe vraiment. Et en fait, je voudrais devenir une femme comme vous et j'aimerais bien devenir médecin aussi. Et est-ce que vous pouvez me donner les clés pour devenir forte comme vous aussi?
Ça, c'est une belle question. Quelque chose me dit que si vous êtes là et si vous avez pris le micro, c'est que vous avez déjà pas mal des clés pour avancer. Mais écoutez, je propose qu'on reste sur cette très belle conclusion. Merci pour cette dernière question. Merci. Merci à nos intervenantes. Laurence Piketty, Françoise Combe, Laura Chobard, Claire Biot. Merci beaucoup, c'était passionnant. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.